sans plus tarder, en fait, je vais les laisser se présenter elles-mêmes. Peut-être je vais commencer avec Julie Bouliane, qui est coordonnatrice des communications, dont et commandites chez Cascade. Oui, bonjour. Vous m'entendez bien? Oui. Alors, Julie Bouliane, je suis arrivée chez Cascade en juin 2019. Très heureuse d'être avec vous aujourd'hui et d'échanger avec Annie et Mélissa. Un parcours un petit peu atypique. J'ai travaillé plusieurs années dans l'industrie touristique, dans le domaine du plein air et j'ai été aussi enseignante au Cégep avant d'arriver chez Cascade. Donc, je connais très, très bien la réalité de vous, très chers organismes et fondations là, qui trouvaient ou qui cherchaient des façons d'innover et de rencontrer différentes entreprises. Alors, bien contente d'être avec vous aujourd'hui. Oui, alors Annie Boutillette, qui est chef de service marque, expérience client et communication marketing chez Énergir. Donc, Annie, si tu veux te présenter. Oui, merci beaucoup. Très heureuse d'être là aujourd'hui. Écoutez, ça fait maintenant bientôt 23 ans que je travaille en communication marketing. J'ai évolué dans différents milieux, les agences de pub, politique provinciale, en milieu culturel, au Musée des Beaux-Arts, plus de 7 ans à Radio-Canada et chez Vidéotron aussi. Donc, vous voyez, j'ai un parcours dans différentes organisations en milieu corporatif et culturel. Et donc, à travers mon parcours, j'ai eu l'occasion, évidemment, d'être un partenaire et aussi être à la recherche de partenaires. Donc, j'ai eu les deux côtés. Et donc, je connais un peu cette réalité-là. Et bien, évidemment, ça fait partie de mon mandat chez Énergir aujourd'hui, où, comme tu le disais, Natacha, je m'occupe notamment du positionnement de tous les partenariats, les contenus, aussi toutes les plateformes numériques et l'expérience client avec nos différents clients. Donc, ça me fait très plaisir d'être là aujourd'hui. J'espère qu'on va pouvoir vous aider à y voir plus clair dans nos milieux un peu nébuleux. Merci, Annie. Mélissa Lamy, qui est conseillère en communication et vie associative chez Caisse des Jardins du Haut-Saint-Laurent. Oui, bonjour à tous. C'est également un plaisir d'être avec vous aujourd'hui, comme mes deux collègues qui m'accompagnent. Donc, Natacha, tu l'as dit, je suis conseillère en communication et vie associative à la Caisse des Jardins du Haut-Saint-Laurent, cette caisse qui est située sur le sud-ouest de la Montérégie. Donc, pour faire une histoire courte, en fait, j'ai 6 ans d'expérience dans le mouvement des jardins. Après mon baccalauréat en marketing, j'ai approché Desjardins pour me joindre à l'équipe de 47 000 employés maintenant, tout simplement parce que je partage les valeurs de cette coopérative financière. Donc, pour moi, c'est très important et j'espère que c'est important pour tout le monde, en fait, de s'accomplir et de joindre les valeurs de son entreprise. Donc, c'est vraiment un plaisir pour moi d'être une actrice du milieu importante pour assurer le bien-être de ma collectivité et c'est pourquoi également je suis avec vous aujourd'hui. Donc, mon rôle au sein de la Caisse, c'est tout le volet événementiel, communication, mais également vie associative, comme mon titre le dit également. Donc, c'est la raison pour laquelle je suis parmi vous aujourd'hui. Donc, au-delà de la gestion des dons, des commandites, c'est vraiment de créer une relation de confiance avec mes partenaires, les parties prenantes du milieu. Donc, que ce soit les municipalités, les entreprises, nos membres, bien évidemment, mais également les EBNL, donc comme vous. Alors, ce sera un plaisir de discuter avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup, Mélissa. Donc, sans plus tarder, on va se lancer dans le vif du sujet. Donc, comme on le sait, le domaine de la commandite est un milieu qui évolue constamment. Il y a plusieurs idées préconçues qui subsistent. On aimerait donc, à travers notre conversation d'aujourd'hui, dans un premier temps, apporter des outils aux différents organismes afin de les aider à valoriser leur offre de partenariat. Donc, ce que j'aimerais vous demander pour débuter, c'est en fait quels sont les aspects importants qui font en sorte qu'un projet est retenu ou encore rejeté dans votre organisation. Donc, je ne sais pas, peut-être qu'on pourrait commencer avec Mélissa. Oui, je vais partir le bal avec plaisir. Donc, dans un premier temps, je vais spécifier que le mouvement des jardins en soi possède des priorités d'investissement sur lesquelles, évidemment, les caisses se basent, mais chacune des caisses des jardins en soi ont également leur propre politique d'investissement. Donc, ce qui fait, en fait, c'est
c'est ça qui fait en sorte que les Caisses des Jardins prennent tout leur sens parce que ça nous permet d'être beaucoup plus proches de notre milieu. Toutes les communautés sont différentes, donc ça nous permet de nous adapter. Par exemple, la Caisse de Montréal, une caisse qui est située à Montréal, n'aura pas la même réalité que moi qui est plus en région. Donc, ça nous permet de beaucoup plus discuter puis de se rallier à la réalité de nos organismes. Donc, à ce moment-là également, on est comme géré comme des petites PME. Donc, on va avoir chacun notre budget, puis on va pouvoir mieux cibler les priorités de notre milieu. Les priorités d'investissement sont décidées par les membres, donc par les organismes également qui sont membres lors de nos AGA, puis on a l'obligation de reconsulter nos membres à chaque 3 ans. La raison pour laquelle je vous dis ça, c'est que nos axes prioritaires d'investissement sont définitivement la première analyse qu'on va faire lorsqu'on reçoit une demande. Donc, nous, ici à la Caisse, par exemple, nos priorités d'investissement prioritaires sont la jeunesse, donc tout ce qui est éducation, santé, saines habitudes de vie, le développement économique de notre région et également les œuvres humanitaires et services communautaires, comme la majorité, j'imagine, des OBNL qui sont présentes aujourd'hui. Donc, au niveau vraiment des critères de sélection, on va y aller avec les valeurs de l'entreprise, les valeurs de l'OBNL. Natacha en parlait tantôt également, là, avoir un fit avec l'organisation, le partenaire, mais c'est exactement ce qu'on recherche. Puis, par la suite, lorsqu'il fait partie d'une priorité d'investissement, on va pouvoir mieux analyser selon les besoins de l'organisation. Donc, ça, c'est la base pour nous. OK, merci beaucoup, Mélissa. Julie, de votre côté, chez Cascade, qu'est-ce qui fait qu'un projet soit retenu ou encore rejeté? Nous aussi, comme Mélissa le mentionnait, c'est l'importance vraiment de respecter les secteurs privilégiés de l'entreprise. Dans le cas de Cascade, on a 4 secteurs, je pourrais presque dire 5 secteurs privilégiés. Alors, on priorise l'ensemble de ces projets-là. On parle de développement durable, on parle de l'éducation, donc aussi le volet jeunesse. On parle du volet entrepreneuriat ou entrepreneurship aussi qui est lié à l'éducation. Un de nos autres secteurs privilégiés, c'est évidemment le sport amateur, l'éducation physique en général, les saines habitudes de vie aussi, et le milieu socio-communautaire ou le milieu communautaire est aussi un secteur privilégié. Je vous ferai remarquer malheureusement que le secteur culturel, festival, événements de culture ou de musique ou de choses comme ça ne font pas partie de nos secteurs privilégiés. Alors, souvent, on reçoit de magnifiques demandes, mais parce que ce n'est pas dans nos secteurs privilégiés, à ce moment-là, elles ne sont pas priorisées. Le secteur de la santé non plus ne fait pas partie, malheureusement, de nos secteurs privilégiés. OK, merci beaucoup. Annie, de votre côté, chez Desjardins, qu'est-ce qui fait qu'une demande va être soit retenue ou rejetée? Donc, chez Énergir, effectivement, un peu comme mes collègues, mais en fait, je vous dirais que il y a 3 raisons pour lesquelles, en fait, on va s'engager avec un commanditaire. Puis je pense que, Natacha, tu les as bien dit tantôt, il y a la notoriété, mais les grandes entreprises en ont plus ou moins besoin. De notre côté, on va, oui, travailler au niveau des piliers stratégiques de développement et de positionnement d'Énergir, mais on va surtout chercher à rejoindre des cibles qui sont plus volatiles. On parle des jeunes, par exemple, à qui on veut amener une certaine éducation au niveau de l'énergie, au niveau du développement durable. On va travailler des attributs aussi par rapport à, comme tu le disais tout à l'heure, 2 valeurs qui vont se coller ensemble, une association de marques pour faire vivre une expérience avec la marque Énergir. Je donne l'exemple de Montréal en Lumière qu'on a soutenu cet hiver. Eh bien, le fit n'est peut-être pas naturel. Par contre, ce qu'on a été en mesure de développer avec eux, c'est un organisme de soupe pour elles. Donc, c'est à l'intérieur de cet événement-là, ils nous ont donné l'opportunité d'organiser vraiment une activité caritative. Et en plus, on a pu aussi commanditer des scènes où il y avait l'énergie humaine qui était mise de l'avant, donc des arts du cirque et tout ça. Donc, on a trouvé à travers cette organisation-là l'opportunité de mettre en œuvre un projet que l'on avait. Donc, il ne faut pas sous-estimer, oui, les valeurs, c'est important, oui, nos piliers stratégiques, puis on en a, nous aussi, on essaie de soutenir les jeunes avec la ruelle de l'avenir, évidemment, tous les organismes communautaires autour des serres, tu l'as bien dit tantôt, mais je pense qu'il faut aussi essayer d'être créatif et de voir comment on peut aussi offrir une opportunité à notre commanditaire de réaliser un de ses objectifs.
Donc, c'est un peu comme ça qu'on va évaluer chacune des demandes. Donc, ça fluctue dans le temps, ça fluctue d'année en année. Alors, il ne faut pas se décourager des fois. Merci beaucoup, Annie. Ensuite de ça, si on regarde plus au niveau des bénéfices, à quel type de bénéfices est-ce que vous accordez beaucoup ou encore peu d'importance? Tu sais, tout à l'heure, on parlait, mettons, d'activation, de visibilité, d'hospitalité, de contenu web, etc. Donc, je ne sais pas, Julie, est-ce que tu voudrais commencer peut-être? Oui, un des éléments qui est important pour nous, on parle toujours de valeur ajoutée pour la visibilité ou l'engagement du partenariat. Une valeur que l'on priorise beaucoup, c'est lorsqu'on a la possibilité de faire participer nos employés à certains événements ou à certaines activations ou à certaines propositions d'activation. Alors, pour nous, ça, c'est vraiment un élément très distinctif qui vient souvent bonifier la valeur du partenariat et on va prioriser une demande plutôt qu'une autre en fonction de ça. Des fois, ce n'est pas toujours facile de mettre ça en place pour une plus petite organisation. Mais par exemple, on a déjà eu une demande d'une petite organisation en communautaire qui offrait tout simplement à nos employés d'aller faire quelques heures de bénévolat. Alors, des fois, faut pas que ça soit nécessairement compliqué, mais on valorise lorsqu'on a des opportunités pour nos employés de pouvoir s'impliquer. Et on a la chance chez Cascade, on permet maintenant à tous nos cascadeurs, donc à nos 11 000 employés, d'avoir un 2 jours payé pour aller faire du bénévolat dans l'organisation de leur choix. Alors, c'est quand même une belle opportunité pour les organismes qui auraient besoin d'aide. Alors, ça peut être une façon différente de fonctionner et de développer un partenariat à long terme. Ah, c'est vraiment intéressant. Mélissa, de votre côté, chez Desjardins, quel type de bénéfices est-ce que vous accordez beaucoup ou peu d'importance dans une demande? C'est super intéressant ce que Julie a amené. Puis nous, on est dans la même lignée que celle-là. En fait, c'est clair que si un partenaire nous demande un soutien au niveau du bénévolat, nous, on est une 50aine d'employés ici. Puis habituellement, là, tous nos employés vont participer à l'événement. Donc, je peux vous donner un exemple qui est un petit peu plus concret pour les auditeurs. On avait un OBNL, en fait, qui est un club optimiste, qui nous avait dit on fait toujours un bingo dans l'un de leurs festivals. Puis, il manquait de personnes, de bénévoles, afin de distribuer, par exemple, les cartes. Donc, c'était aussi simple que ça. Puis nous, on avait une quinzaine d'employés qui avaient mis leur chandail Desjardins, puis let's go, on va aller vous aider. Fait qu'on distribuait des cartes, on ramassait l'argent, puis ça a juste permis de leur donner un petit coup de main, d'animer leur soirée. Ça leur a vraiment fait plaisir. Donc ça, c'est un exemple un petit peu plus concret de notre côté. Puis sinon aussi, si on oublie tout ce qui est visibilité, activation de commandite, ce qui est super important pour nous, puis que je le compte comme un bénéfice, c'est la relation avec le partenaire, définitivement. De bâtir une relation de confiance, que tout le processus, par exemple, autant de la demande de montée d'activation, de commandite, soit facile avec le partenaire. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on accorde avec une très, très grande importance ici. Ah, merci beaucoup, Mélissa. De votre côté, Annie, chez Vidéotron, les bénéfices auxquels vous accordez beaucoup ou moins d'importance, ce serait quoi? En fait, je dirais que l'expérience, j'en ai parlé tantôt avec la marque, est super importante. N'oubliez pas qu'on dit toujours qu'on investit dans une commandite ou dans un partenariat. On va investir aussi beaucoup dans l'activation de ce partenariat-là. Donc, c'est des sous supplémentaires que l'on donne. Fait que si on vous donne, par exemple, un 20 000 peut-être qu'on va rajouter un 10 000 pour activer. Donc, pour moi, dans la plupart des organisations où j'ai pu évoluer, c'est vraiment ça qui était super important. Donc, de m'assurer que les gens qui étaient en contact avec votre marque pouvaient vivre une expérience avec la mienne, puis faire preuve de mémorabilité aussi. Donc, quelque chose qui est original, où les gens font « Ah ben oui, mon Dieu, tu sais, je viens d'allumer sur quelque chose par rapport à Énergie, par exemple, Vidéotron ou Radio-Canada. » Puis, il ne faut pas oublier non plus qu'on a des connexions régionales. Donc, c'est important pour nous, l'hospitalité.
dans tous les événements dans lesquels j'ai été, que ce soit C2 Montréal ou que ce soit à l'époque à l'Impact de Montréal, d'avoir une loge, d'avoir un endroit, d'avoir un événement exclusif où je pouvais inviter soit des élus, soit d'autres partenaires. C'est aussi super important parce que je pense que ça nous permet de créer des liens avec la région. Puis ça vous permet aussi, d'une certaine façon, à vous de faire connaître votre événement à d'autres partenaires. Donc, c'est toujours quelque chose, je pense, qu'il ne faut pas, sur lequel il ne faut pas lésiner. Donc, d'offrir des opportunités de visibilité à votre partenaire dans ce sens-là. OK, très intéressant. Merci beaucoup, Annie. Si on va maintenant du côté, bon, les bénéfices, les valeurs, tu sais, la question qui tue, là, sans rentrer dans tous les détails, mais de manière globale, comment est-ce que vous évaluez la valeur d'une commandite? Sur quoi est-ce que vous vous basez? Mélissa, si je commençais avec toi. Oui, c'est une super bonne question. En fait, souvent, effectivement, ça peut être qualitatif, donc c'est un petit peu difficile d'évaluer la valeur, mais nous, dans un premier temps, on va discuter avec l'organisme. Donc, souvent, en amont, l'organisme va nous envoyer un certain montant dont ils ont besoin, mais c'est important pour nous de plus l'analyser parce que des fois aussi, ils vont y aller avec un budget qui est moindre, donc où nous, on pourrait avoir, par exemple, en nature, un petit peu plus d'impact, mais c'est clair qu'on va regarder avec l'organisme, bon, leur budget et de voir également c'est quoi leurs besoins, donc de quelle manière nous, on pourrait propulser soit leur événement ou la mission également de l'organisation, tout dépendamment c'est quoi la commandite qu'ils nous demandent. Puis également, qu'est-ce qui est majeur, c'est d'évaluer aussi les retombées sur notre collectivité. Donc, je pense qu'on a la même mission au niveau des OBNL et de Desjardins, c'est d'avoir un impact sur notre communauté. Donc, c'est ce qu'on va évaluer. Si, par exemple, il y a un événement quelconque, donc c'est de regarder, bon, bien, le nombre de personnes que ça va rejoindre, la cible que ça va rejoindre, est-ce que c'est plus les familles, est-ce que c'est plus, par exemple, des personnes âgées, la jeunesse, les retombées économiques aussi qu'il va avoir pour la communauté, donc au niveau du développement économique de notre région. Donc, tous les différents avantages qui vont être reliés à cet événement-là. Donc, puis on va regarder de quelle manière on peut mieux le propulser. C'est comme ça qu'on va vraiment évaluer là, un certain montant. OK, c'est vraiment intéressant. De votre côté, Annie, chez Énergir, En fait, souvent, on va recevoir des propositions, puis il va y avoir un plan média auquel on va nous demander de participer, par exemple. Souvent, je trouve que ce n'est pas super approprié parce que honnêtement, avoir mon logo un peu partout, ça ne m'apporte absolument rien. Donc, je suis en mesure de me payer des campagnes, je suis en mesure d'avoir mon logo puis une certaine notoriété aussi. Ce qui devient intéressant, puis c'est là où c'est le nerf de la guerre, c'est de bien identifier en fait, la valeur de tout ce qui est intangible dont on parlait tout à l'heure, mais aussi d'amener dans la conversation une valeur à ce que vous allez offrir en termes de contenu. Donc, ce que vous allez, votre stratégie de contenu, d'arriver préparé. C'est quoi la stratégie de contenu? C'est quoi le plan de communication? Accorder des valeurs à tout ce que vous allez mettre en place. Est-ce que j'ai des gens sur place, par exemple, des bénévoles qui vont parler de ma marque? Est-ce que je vais avoir une accessibilité à, par exemple, une chambre virtuelle? On va en parler plus tard de la transition des événements sur le virtuel. Donc, est-ce que je suis en mesure d'aller rejoindre une certaine clientèle dans une chambre virtuelle pour créer des liens? Donc, tout ça a une valeur. Il y a des agences en ce moment qui se sont inventées des modules d'intelligence artificielle. Je pense à Cossette, par exemple, avec lesquels j'ai travaillé, ou Sigli. Et donc, ils entrent les différents éléments, ils sont en mesure de dire est-ce que c'est avantageux ou non, puis combien ça vaut. Je vous avoue que ces modèles prédictifs-là, je ne suis pas très à l'aise avec comment ça a été calculé. Je pense qu'il faut y aller un petit peu avec, comme tu disais tout à l'heure, le marché. Il faut y aller un petit peu avec votre expérience. Puis n'hésitez pas à demander aussi l'aide de votre partenaire pour identifier des valeurs de certains éléments qui sont un peu plus intangibles. Des fois aussi, il n'y a pas seulement de valeur parce que c'est plus un échange. Donc, il y a des éléments, on va dire, gratuits. Tu sais, je vais parler de vous dans mes réseaux sociaux. Ben, moi aussi, ben, c'est un échange de bons procédés, ça fait partie de la relation. Donc, tout n'a pas nécessairement une valeur monétaire. Je pense que ça, c'est important dans la relation d'en tenir compte. Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup, Annie. De votre côté, Julie, au niveau de la valeur, comment est-ce que c'est évalué de façon globale? Ça revient vraiment à répéter ce que mes collègues ont mentionné, Annie et Mélissa. C'est vrai qu'on accorde peu de valeur à un positionnement de logo ou à de la diffusion dans les médias. Je vous dirais que lorsqu'on cherche un partenaire à long terme, que ce soit un partenaire majeur ou même un petit partenaire, on cherche on veut vraiment aider, être présent dans notre communauté.
Alors, c'est vraiment une des valeurs qui vient vraiment nous chercher chez Cascade. Est-ce que le projet nous permet de bien s'impliquer, de bien faire valoir notre marque, notre philosophie? Est-ce que ça permet d'impliquer nos gens? Est-ce que c'est innovant? Est-ce qu'il y a des bonnes idées à l'intérieur de ça? Alors, c'est pas toujours évident de présenter une demande en ligne et de faire valoir ces éléments-là. Mais je vous dirais, il faut trouver les bons mots parce que lorsque vous passez le premier tri ou le premier triage d'une demande en ligne, il faut être capable de transmettre ça en quelques mots et en résumé. Et ça peut aider là, à un partenariat à plus long terme. Alors, c'est vraiment tout ce qui est en dehors de la visibilité. C'est vraiment tout ce qui est en fait, c'est la valeur humaine, je dirais. L'expérience, Annie en a parlé beaucoup, toute l'expérience qu'on peut développer avec vous ensemble pour être capable d'avoir un partenariat gagnant-gagnant. Je pense que c'est vraiment ça. Tu glisses doucement vers mon autre question, où est-ce qu'on était à dire comment est-ce qu'on mesure le succès d'un partenariat? Je pense qu'on en a beaucoup parlé, mais si on avait comme peut-être ajouté certains éléments du côté des jardins, Mélissa, comment est-ce que vous mesurez le succès d'un partenariat? Oui, bien, en fait, nous, chez Desjardins, c'est vraiment de respecter en amont ce qu'on avait proposé. En fait, Natacha, tu l'avais bien dit également dans ta formation, c'est de vraiment respecter. Tu sais, si, par exemple, on promet quelque chose à notre partenaire, ben c'est de le respecter, donc de ne pas voir trop gros puis d'y aller vraiment avec ce qu'on est capable de donner. Puis également, dans tes essentiels, tu avais nommé l'impact du projet qu'on va proposer. Donc ça, c'est important également. C'est quoi l'impact qu'on va avoir eu sur notre collectivité puis de quelle manière on peut la calculer. Donc, le respect des conventions, des plans de visibilité, c'est important. Même si on dit que c'est au-delà du logo puis qu'on y accorde quand même une importance moindre, ça reste un must. Si c'est écrit dans notre convention de partenariat, c'est ce qu'on veut, par exemple, nous, en tant que partenaires, on n'a pas envie d'aller faire une vigie par en arrière et de nous assurer, voir si cette visibilité-là, elle est vraiment faite de la part des OBNL. Donc, c'est super important de les respecter. Donc, ça, c'est clair que si tout est fait de la part de notre OBNL, ça va assurer du succès. Puis, évidemment, de se fixer des objectifs au départ. Si, par exemple, on a un événement, donc le nombre de personnes atteintes ou quoi que ce soit, donc tous ces objectifs-là, de les revoir puis d'envoyer un post-mortem également à ses partenaires, c'est super important. Comme ça, on va pouvoir voir les retombées. Puis, soyez pas gênés. Hein? Quand on fait des événements, des fois, c'est des nouveaux événements ou quoi que ce soit, on essaye quelque chose. Autant au BNL, autant entreprise, on prend des risques qui sont calculés, mais soyez transparents. Puis si ça n'a pas fonctionné, bien, dites-nous pourquoi, puis de quelle manière l'année prochaine on va pouvoir s'améliorer. Donc, on veut travailler ensemble. Alors, à ce moment-là, d'être le plus transparent possible dans les post-mortem, c'est quelque chose qu'on apprécie parce que de toute façon, on va le savoir si ce n'est pas vrai les données. Donc, soyez le plus transparent possible. Je pense que c'est ça qui fait en sorte qu'on a une relation gagnante-gagnante. C'est un excellent point, ça, Mélissa, vraiment, là, la transparence. Là. Annie, de votre côté, chez Vidéotron, comment est-ce que vous mesurez le succès d'un partenariat? Je pense qu'on a nommé plein de choses, là, mais est-ce que il y a autre chose? Le mot-clé pour moi, ce serait proactivité. Puis je pense que tu l'as nommé dans la formation, puis évidemment, c'est des choses qu'on vous dit que vous savez probablement, mais des fois, c'est bon de se le répéter. Puis je parle pour mes collègues aussi. Moi, dans mon équipe, on gère à peu près 100 de partenariats par année. Donc, c'est sûr qu'on a besoin de votre aide. On a besoin de votre aide pour arriver à faire un succès de chacun des partenariats. On ne les active pas tous, ceci dit. Il y en a que c'est que de la visibilité, puis c'est correct aussi. Puis ça, je ne vous parle pas de tout le volet dons et philanthropie qu'on a aussi, qui est quand même dans un autre département chez nous. Là, donc, je ne parle que de commandites et partenariats. Donc, on a besoin de votre aide, on a besoin d'avoir des échéanciers réalistes. Tout ce que tu as nommé tantôt, Natacha, c'est la réalité. Soyez proactifs avec nous. S'il y a des choses avec lesquelles vous n'êtes pas bon, parce que des fois, là, on est super bon pour se développer en affaires, pour acheter des commanditaires, mais les activer, puis faire un plan de com, puis même créer un événement, on n'est pas bon là-dedans. Ça vaut la peine d'investir 2 000 – 3 000 pour aller chercher la bonne ressource qui va venir vous aider, de qui c'est son métier. Elle va vous organiser ça, puis ça va faire en sorte qu'en fait, vous allez atteindre les objectifs, puis
rendre votre partenaire content parce qu'il va se sentir appuyé, il va sentir la proactivité, puis il va sentir la qualité de ce que vous allez avoir produit. Fait qu'il ne faut pas hésiter à bien s'entourer. Oui, c'est des sous qu'on doit débourser, mais en même temps, ça va vous permettre de garder des relations plus fortes avec vos commanditaires. Puis aussi, ces personnes-là apportent des idées aussi, donc probablement qu'ils vont trouver des manières que ça prenne moins de temps à organiser. Donc, n'hésitez pas à aller bien vous entourer, en fait. C'est aussi que ça libère du temps. Tu sais, ça va libérer du temps pour que vous ayez exactement aller chercher d'autres sources de financement ou remplir d'autres demandes de subventions, etc. Donc, ça libère du temps. De votre côté, Julie, comment est-ce que vous mesurez le succès d'un partenariat chez Cascade? En fait, en plus de tout ce que Mélissa et Annie ont apporté, je dirais que c'est la relation qui a été développée avec le partenaire. Il ne faut pas négliger la relation à long terme qu'on doit avoir ensemble. Et ça veut dire être informé tout au long du processus, bien connaître les échéanciers. Et je dirais même keep it simple. Ayez pas peur de résumer les choses. On n'a pas besoin de tout savoir, mais de bien comprendre l'essentiel de ce qui se passe. Et quand on veut vous aider, il faut bien connaître vos échéanciers. Alors, moi, une bonne relation avec un partenaire, c'est quand ça va bien, ça roule et que c'est simple. Quand ça devient compliqué, puis que des fois, on s'arrache les cheveux de sa tête parce qu'on essaie de vous aider, c'est peut-être parce que c'est rendu trop compliqué. Puis là, à ce moment-là, c'est peut-être parce que justement, on a besoin d'une aide externe pour venir tout nous organiser ça. Fait que le succès d'un partenariat, je pense que c'est ça. Oui, on peut apprendre ensemble, on peut grandir ensemble, mais il faut bien démarrer pour prendre confiance. Alors, ça serait ça. Je pense que c'est le keep it simple. Très, très bon point, ça, Julie. Merci. Puis, bon, si je change un peu de sujet, est-ce que c'est important pour vous que parce que c'est une question qui revient souvent, puis je répète ça, mais j'aimerais ça entendre votre point de vue. Tout ce qui a trait à le respect de l'exclusivité sectorielle. Donc, si je commençais avec toi, Annie. Ça, là, c'est pas négociable. C'est quand tu es en couple, tu ne couches pas avec 3 gars, là. C'est énergie. Tu ne vas pas aller chercher Hydro-Québec. Je suis avec Vidéotron, tu ne vas pas chercher Belle parce que ça nuit à la relation. C'est comme si tu ne reconnaissais pas le côté unique que j'ai. Puis c'est comme si la relation n'était pas assez importante. C'est quand même, je dirais, pour toutes les organisations où j'ai évolué, c'était la même chose. Il y a une concurrence, c'est normal. Ce qu'on veut faire avec vous, c'est, on l'a dit tantôt, augmenter nos ventes, aller chercher une cible, travailler nos éléments, nos attributs intangibles de marque. C'est ça qu'on veut faire. Si vous offrez la même chose à notre concurrent, pourquoi j'irai avec vous? Parce que je cherche des choses qui sont uniques, je cherche à être mémorable auprès d'une clientèle. Fait que je ne veux pas que ça soit offert de l'autre côté. Fait que pour moi, honnêtement, ça, c'est un sine qua non. D'ailleurs, la clause qui dit droit de premier refus est aussi quelque chose sur lequel j'accorde extrêmement d'importance parce que si l'événement a super bien été, moi, je ne veux pas qu'il y ait un concurrent à moi qui vienne me couper l'herbe sur le pied l'année d'après. Donc, ça aussi, c'est important de respecter et d'inclure cette clause-là dans vos contrats. Très, très bon point, Annie. De votre côté, Julie? Oui, tout à fait, dans le même sens qu'Annie. On comprend, toutefois, dans notre cas, à nous, on n'est pas toujours commanditaire majeur ou commanditaire prioritaire ou le plus grand commanditaire de l'événement. Mais oui, on accorde une très grande importance à cette exclusivité-là. Parce que justement, on cherche des partenaires à court, moyen et long terme. Et pour nous, c'est plus facile de développer une relation lorsqu'on bâtit cette relation de confiance-là. Alors, oui, c'est très important pour nous. OK. Puis de votre côté, Mélissa? Mes collègues l'ont très bien expliqué, je suis totalement d'accord avec eux. Si on revient aussi, on parlait de fit d'entreprise, donc aller chercher le fit de nos partenaires.
Moi, dans ma tête, si tu as un fit avec la banque, bien, probablement que tu n'auras pas un fit avec Desjardins. Donc, c'est important aussi de regarder ça. Puis, on veut être là justement pour avoir un impact positif, développer la relation. Puis, Annie l'a très bien dit, là, je ne peux pas développer une relation, par exemple, avec deux gars en même temps, en fait. Je l'espère que personne ne le fait. Mais voilà, donc c'était très bien dit et très bien imagé également. Donc, C'est du 3100. ouais. Deux non plus. OK, parfait. Puis, on a beaucoup parlé, bon, de la relation, de la prise en charge, tout ça. Donc, est-ce que, vous l'avez mentionné, là, mais quel genre de type de suivi? On en a déjà parlé un peu, là, mais si on creusait un petit peu plus, là, Julie, de ton côté, qu'est-ce qui est important pour toi dans cette relation-là, là? Tu sais, tu m'as parlé de ça tantôt. En fait, tu nous as parlé de ça, de la relation, mais y a-t-il quelque chose là-dedans qui ressort qui est vraiment important, là, pour avoir une bonne relation? Oui, en fait, je vous dirais, puis probablement que mes collègues vivent ça aussi, c'est vraiment tout le volume de documents que nous avons à approuver avec des délais souvent extrêmement serrés. Alors, on reçoit le matin même, on doit approuver avant 11 heures le matin un logo, un texte, une image, une façon de faire. Alors, c'est vraiment de bien planifier vos échéanciers d'approbation. Alors, si on le sait d'avance, on peut déjà au moins le canner dans nos calendriers d'opération. Je sais que ce n'est pas toujours évident pour les plus petites fondations ou les plus petits organismes, mais malgré tout, c'est vraiment important pour nous. Et ça demeure une difficulté. Puis je suis certaine que Annie et Mélissa le vivent aussi. Lorsqu'on a plusieurs partenaires, ça devient un enjeu majeur sur le volume de tout ça. Puis est-ce qu'à ce moment-là, d'avoir une seule personne contact, c'est quelque chose qui peut aider? Oui, tout à fait. Très bon point, Natacha. Ce qui facilite beaucoup la relation pour un partenaire, c'est vraiment d'avoir toujours le même contact, la même personne. On envoie toujours le courriel à une seule personne de référence à l'organisation, non pas à une personne pour le communiqué, une autre personne pour le logo. À l'occasion, on nous demande de contacter le graphiste directement. Alors, idéalement, c'est une personne qui a la gestion de l'ensemble de notre dossier commandite pour que ça facilite notre gestion par la suite à l'interne. OK. Puis de votre côté, Annie, je sais que tu as nommé déjà plein d'éléments, là, mais qu'est-ce qui fait là, que la relation, tu sais, qu'est-ce que tu aimes vraiment particulièrement dans une relation? Là? Moi, je dirais, puis c'est un éléphant blanc dans la pièce que je vais me permettre de nommer. Puis je sais que mes collègues doivent vivre la même chose. Souvent, on a des partenaires qui entrent en contact avec la haute direction chez nous directement. Ça va leur prendre plusieurs semaines, ils vont envoyer des courriels, limite harcelants. Je vous avouerai que ce n'est pas une bonne pratique. C'est vraiment pas une bonne pratique parce que la haute direction, moi, dans mon cas, je travaille de très près avec la haute direction quotidiennement. Et ils nous envoient le truc en disant regarde-le, si ça correspond, fais ce que tu penses. Ils ne se sentent pas aptes à prendre ce genre de décision-là. Ils ne connaissent pas le contexte, la globalité, le budget. Donc, ils nous refilent la POC. Et puis, vous avez perdu du temps à courir après quelqu'un qui, en fait, nous a refilé finalement le bébé. Et donc, c'est partir d'une bonne relation, c'est aussi travailler avec les bonnes personnes, parler aux bonnes personnes. C'est valoriser aussi le travail que l'on fait au quotidien, donc passer directement par nous, surtout par rapport aussi aux plateformes numériques. Donc, d'utiliser le bon canal, c'est vraiment important. Ça va bien démarrer la relation. Puis nous, ça va nous donner confiance aussi qu'on va être en mesure de bâtir quelque chose. Fait que je pense que c'est important de le nommer parce qu'on le vit au quotidien. Oui, il y a des relations politiques. On n'est pas à l'abri que moi, mon président m'appelle et me dit écoute, un tel, nanana, on organise un truc. Ça, fine, c'est correct, ça arrive dans toutes les grandes organisations, mais en règle générale, prenez les bons canaux. OK. Merci beaucoup, Annie. C'est bien de le souligner. Ça, c'est quelque chose une question qu'on se fait souvent poser, puis que souvent, on voit des gens qui s'essayent par la petite porte de côté. Là. Donc, c'est vrai que c'est vous qui avez tout le portefeuille de commandite entre les mains. Donc, vous pouvez vraiment évaluer aussi quel genre de propriété vous cherchez ou que c'est moins pertinent cette année, ou etc. Mélissa, de votre côté, chez Desjardins, qu'est-ce qui
sais que tu as mis beaucoup l'emphase sur la relation, mais qu'est-ce qui fait Oui. qu'une relation se démarque? Ben, en fait, je vais revenir sur l'utilisation aussi des canaux, là. J'ai beaucoup d'éléments à dire cette question-là, qui est une très bonne question. Je vais revenir aussi parce qu'on n'en a pas parlé au début, mais dans un premier temps, de respecter comment envoyer la demande. Parce que dans un premier temps, si on n'envoie pas la demande convenablement, des fois, ça peut donner des délais qui sont plus longs. Donc, ce qui fait en sorte aussi que la demande ne sera pas acceptée. Donc, si par exemple, nous, souvent, on va recevoir des lettres, on va recevoir des documents papier. Donc, dans un premier temps, de vraiment suivre la directive du partenaire en soi. Donc, par exemple, si c'est une demande qui est faite numériquement, ce qui souvent va être priorisé. Donc, de respecter ça. Ça commence déjà très, très bien la relation. Par la suite, c'est sûr que nous, en ayant, par exemple, un plan d'événement, un plan de communication, un plan de visibilité et de le respecter, ça va beaucoup également aider aux fréquences des communications. Donc, ce qui va éviter justement, comme Julie le disait, de recevoir un courriel à 9 heures pour qu'il soit approuvé à 11 heures pour insérer le logo à la dernière minute, par exemple, parce qu'il faut prendre en considération aussi, comme Annie le disait, on a plus d'une centaine de demandes par année. On en a beaucoup à gérer. Si on commence à recevoir beaucoup de communication de la part des OBNL par plusieurs personnes différentes, c'est en envie fou. Alors, il faut vraiment faire attention à ça. Puis aussi, si par exemple, il y a des partenariats qui sont faits avec plusieurs organismes de la même région, ce qui est super intéressant comme formule, de dédier seulement qu'une personne, comme Julie le disait tantôt, juste une ressource qui va être porte-parole pour ce dossier-là, puis communiquer avec la personne directement. Donc, ça, c'est certain que ça facilite. Donc, ça fait le tour, mais clairement, moi, mon rêve cochon serait que les OBNL nous donnent un clé en main avec un plan, par exemple, de commandite de visibilité qu'ils le respectent, puis un calendrier éditorial, événementiel, donc que nous, on va être au courant aussi, par exemple, bon, mais quand il va y avoir une publication Facebook, Annie le disait tantôt, ça va être une bonne relation de dire, bon, ben moi, je vais parler de toi sur les médias sociaux et toi, tu vas parler de moi, mais c'est quand qu'on va faire ça? Donc, d'être vraiment clair aussi dans notre échéancier calendrier éditorial, c'est merveilleux. Oui, puis c'est comment aussi qu'on va faire ça, tu sais, donc aussi de Exact. savoir le contenu, puis tout ça, tu sais, tu veux l'approuver d'avance, tu ne peux pas te retrouver à tout réécrire un communiqué. Oui, on le sait que c'est difficile, mais si c'est fait d'avance, ça va être plus facilitant pour les deux parties. Donc, c'est ce qu'on priorise. Ouais. J'ajouterais, Oui, si tu me permets, Natacha, bien sûr. des fois, là, c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec tout ça, le numérique, les médias sociaux, la stratégie de contenu et tout. Puis je le sais que des fois, ça peut avoir l'air gros et tout ça. Moi, j'ai la chance d'avoir une équipe où on a des experts. J'ai des experts et mes collègues aussi, certainement aussi, qui gèrent les réseaux sociaux. J'ai des experts de marketing numérique. Demandez-nous conseil. Ça va nous faire plaisir. Si vous ne savez pas comment faire une stratégie de contenu, puis vous ne savez pas c'est quoi les bonnes pratiques pour LinkedIn versus Facebook versus Instagram, ça va nous faire plaisir de vous aider. C'est ça aussi un partenaire, c'est un partage d'expertise. Donc, des fois, il ne faut pas l'oublier quand on travaille avec nos partenaires. Ah, excellent point. Oui, Julie? Si tu permets, j'ajouterais peut-être juste un petit élément. Mélissa l'a abordé rapidement. Ne négligez pas le processus de la demande en ligne. Je vous donne un petit exemple. Souvent, dans la description du projet, je vois l'écriture, voir les documents joints. Non. Vendez-moi en quelques lignes votre magnifique projet, votre valeur ajoutée, pourquoi vous m'avez invité à participer avec vous. Alors, la demande en ligne, le processus de la demande en ligne, elle est vraiment importante et il faut prendre le temps de le faire. Ceci dit, malheureusement, on reçoit de magnifiques documents d'offres de partenariat en papier. Je vous le dis, là, il y a des sommes colossales qui sont investies dans ces documents-là. Et je vous le dis, là, c'est triste, mais chez Cascade, on favorise beaucoup le paperless. On veut essayer de recycler le plus possible. Alors, malheureusement, ces documents-là sont simplement numérisés rapidement, mis dans la plateforme. Et des fois, à cause du délai,
votre demande n'est pas priorisée parce que les délais de traitement sont trop longs parce que justement le processus n'a pas suivi son cours à temps. Alors, ne négligez pas les processus en ligne. La majorité des grands partenaires et commanditaires sont maintenant comme ça. Alors, mettez du temps sur le processus de vos demandes en ligne. Ça vaut la peine. Oui, puis même, j'ajouterais, des fois, ça vaut peut-être la peine de se faire ce qu'on appelle en informatique un dry run, là, de vous assurer, imprimez-la, répondez à toutes vos questions, prenez le temps d'avoir tous vos documents, puis ensuite, faites-le d'un coup pour être sûr de rien oublier. Donc, des fois, ça peut valoir la peine de prendre le temps de le préparer comme il faut. Oui, Puis tout pour à faire fait. suite aussi, je vais ajouter un petit point. Oui. On parle de post-mortem, on parle de suivi également qu'on désire avoir des organismes. Donc, c'est super important de se fixer des objectifs, je l'ai dit tantôt, puis de nous faire part aussi de du post-mortem, soit de l'événement ou de la mission de l'organisation. Puis c'est pas parce que ça n'a pas fonctionné, je veux juste être claire, d'après moi, je suis sûre que mes collègues vont être d'accord avec moi, c'est pas parce que ça n'a pas fonctionné que le commanditaire va se retirer l'année suivante. Si on a des pistes d'amélioration qui sont proposées et si on sait pourquoi ça n'a pas fonctionné puis qu'on va se réessayer, on ne va pas retirer notre commandite ou notre soutien. Donc, c'est super important. Je me disais tantôt la transparence, miser sur la transparence et amenez-nous de votre part des pistes de solutions, puis définitivement, ça va bâtir notre relation, puis ça va nous convaincre de réembarquer l'année suivante. Puis là, je sais qu'on parle beaucoup d'événements, là, vous m'excuserez, j'ai vu une question d'un certain Alexandre qui dit qu'on parle beaucoup d'événements, mais c'est autant pour les missions des organisations également. Nous, chez Desjardins, on parle de commandite, c'est beaucoup des dons aussi, mais on soutient les missions d'organisation, puis on adore vous soutenir là-dedans. Donc, c'est pas juste dans les événements et tout s'applique également dans la mission de l'organisation. Donc, si on parle de post-mortem, par exemple, bien, dites-nous comment votre année a été, dites-nous ce qui a fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné, puis de quelle manière vous pouvez procéder. Des fois, c'est par petits projets également. Donc, quelle est votre vision, par exemple, de 2021? Ça va nous faire plaisir de regarder ça avec vous. Dans le fond, on veut bâtir une relation avec vous. Donc, Excellent point, excellent point. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aimerait ajouter autre chose? Je vous sens en effervescence, là. Non? Julie, de ton côté, non, ça va? Oui? OK. Parce que j'allais passer dans la deuxième partie de notre panel où est-ce que, bon, là, c'est sûr qu'on est en temps de crise sanitaire. Puis, je pense que ce serait en fait très à propos que les OBNL puissent entendre un peu les enjeux vécus par le secteur corporatif en lien avec les commandites. Donc, plusieurs des commandites promises avant la COVID-19 ont été généreusement transformées en dons pendant l'année qui vient de passer presque. Mais qu'en est-il de la situation maintenant puis à l'avenir? Donc, en fait, dans un premier temps, j'aimerais savoir comment la crise sanitaire s'est traduite dans votre industrie. Quelles ont été les conséquences sur les commandites? Si je commençais par exemple avec toi, Julie, chez Cascade, comment ça s'est traduit? C'est certain que de notre côté, étant une entreprise de première ligne qui a été considérée tout de suite au début de la pandémie comme un service essentiel, on ne se le cachera pas, le papier tissu est essuie-tout très populaire en ces temps de pandémie, ainsi que le produit de boîtes de carton pour toutes les livraisons en ligne. Alors, nous avons été vraiment privilégiés et ce qui est intéressant avec la haute direction de Cascade, ils ont vraiment confirmé leur appui. Alors oui, il y a plusieurs commandites qui ont été transformées en dons. Il y a plusieurs partenaires avec qui on avait une relation depuis longtemps qui nous ont appelés, qui nous ont demandé notre avis à savoir, bon, mais si on transforme un événement en présentiel, un souper, si on le transforme en virtuel, comment on peut travailler ensemble pour faire une autre version de notre événement. Donc, on a été privilégiés et on est chanceux. Le budget en dons et commandites n'a pas été diminué et il y a même plusieurs secteurs qui ont été augmentés. Donc, on a soutenu davantage le secteur communautaire. Là, donc, on ne se le cachera pas, toutes les moissons du Québec et les organismes qui aident nos fournisseurs là, pour ça, on les a soutenus. Donc, pour l'instant, on est chanceux. On ne sait pas ce que nous réserve l'avenir, mais pour l'instant,
on ne met pas la pédale douce, on continue de s'investir corps et âme pour être capable d'aider les organismes à but non lucratif là, en temps de crise. On est privilégiés, on ne se le cachera pas. Oui, excellent. Merci beaucoup, Julie. De votre côté, Annie, comment ça s'est traduit chez vous? Bien, un peu comme ma collègue chez Cascade, Énergir est un service essentiel. Donc, on fournit évidemment on fournit le chauffage, l'eau chaude. On a des clients résidentiels et beaucoup de clients d'affaires. Donc, chez nous, ce qui a été difficile, en fait, c'est d'accompagner nos clients. On a notamment les 7800 restaurateurs du Québec. Donc, c'est des gens qui vivent la crise avec tous ces bas et ces hauts. Donc, notamment, on a travaillé avec la Table des chefs, qui a été un grand partenaire pendant la pandémie avec nous. Donc, les employés ont même contribué de leur propre poche à la Table des chefs. On a ramassé des dizaines de milliers de dollars de cette manière-là. Je pense que c'est autour de 50 000 dollars. Donc, ça, c'était 50 000 repas, il faut se rappeler, qu'on a pu fournir. Donc, en fait, la Table des chefs s'inscrivait dans une de nos priorités qui est de favoriser l'autonomie alimentaire, mais aussi l'autonomie énergétique du Québec. Donc, vous voyez déjà que même dans nos contributions de dons et philanthropie, on a cette réflexion-là aussi, c'est-à-dire où est-ce qu'on est pertinent, où est-ce que les gens vont dire « OK, ça fonctionne ». Donc, même dans cette optique-là, on le fait comme ça. Et puis, ben moi, j'ai la chance d'avoir, comme je le disais tantôt, une équipe en marketing numérique dans mon équipe. Donc, toutes nos associations, tous les gens, les partenaires avec qui on travaille, qui ont voulu migrer vers des événements ou des prises de parole virtuelles, bon, on les a accompagnés de manière un peu inégale. Donc, il y en a qui étaient au balbutiement du numérique, d'autres un petit peu plus avancés. On a prêté notre propre plateforme, GoToWebinar, pour organiser des webinaires. Et on a travaillé avec eux aussi, comment ça fonctionne, comment on met ça en place, c'est quoi les bonnes pratiques de webinaire. Donc, on a pu les accompagner de ce sens-là. Et donc, notre partenariat, l'activation qu'on avait pu sur le terrain, c'est modulé dans, on vous prête nos expertises qui ont une valeur. Et à l'inverse, on a été commanditaire de séries de conférences, on a été capable d'obtenir de la donnée. Il ne faut pas se leurrer. La donnée, les gens qui vous parlent, les gens qui se connectent sur un webinaire virtuel, ça a une valeur. Donc, si je suis capable de parler à ces gens-là et de réutiliser même des courriels de ces gens-là par la suite, bien, ça a une valeur qui m'intéresse parce que c'est des cibles, par exemple, pour moi, les ingénieurs, qui est difficile à rejoindre. Et donc, ça a été une manière de revoir nos partenariats et on les a tous revus en temps de pandémie dans cette optique-là aussi. Donc, c'est un univers qui vient s'ouvrir à nous pour les prochaines années. OK, donc toute la monétisation des données, en fait. La monétisation de la donnée qui était dans notre vision, mais qui a été accélérée, en fait, avec ça. Donc, c'est vraiment, je vous dirais, une des tendances qui s'en vient, puis ça va être le nerf de la guerre là, pour les prochaines années, donc la donnée. Fait qu'hésitez pas à lui donner une valeur. L'autre jour, tu nous parlais un petit peu quand on s'est rencontrés rapidement, là, puis tu parlais des pixels sur les participants, tout ça. Je ne sais pas si tu veux élaborer un petit peu plus là-dessus. Je suis sûre que les gens seraient très intéressés de comprendre un petit peu plus comment ça fonctionne. C'est de la magie noire, en fait. En fait, c'est mes collègues ou mes employés qui travaillent en marketing numérique, ils vous diraient plein de termes que personne ne comprend, mais ce n'est pas grave, je vais essayer de vous vulgariser la chose. En fait, c'est que, par exemple, si vous organisez un webinaire, il y a, avec la PCHQ, par exemple, j'ai fait un webinaire auprès d'une centaine d'ingénieurs. Les ingénieurs ont un ordre professionnel qui m'empêche de communiquer directement avec eux, sauf s'ils l'autorisent préalablement et d'utiliser aussi leurs courriels qui sont protégés. Et donc, grâce à la PCHQ, on a fait une série de 8 conférences que nous donnions. Il y en avait 2 sur les 8 que nous donnions. Il y avait d'autres partenaires qui donnaient des conférences sur des sujets qui les intéressent en construction, peu importe. Et les gens qui se connectaient acceptaient par le fait même que l'on communique, qu'une partie tierce communique avec eux. Donc, ça, c'est super important. Il faut valider ça dès le départ. Et ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, on avait accès à cette nouvelle base de courriel-là. Et tous ceux qui venaient sur le site de la PCHQ ou qui venaient visiter les réseaux sociaux de l'organisation, de l'association, ont une autorisation de mettre un pixel. Et donc, on est en mesure de les suivre pendant 90 jours dans leur parcours sur le web. Et donc, de leur envoyer des courriels ou encore de leur mettre de la publicité numérique dans Google, par exemple, qu'ils vont pouvoir voir sur un de nos programmes en efficacité énergétique, par exemple, qui est un des grands piliers que l'on a. Donc, ça a l'air simple comme ça prend quand même, je pense, des spécialistes pour le faire. Nous, on travaille avec une agence numérique qui est Adviso, qui nous aide à faire ça. Et c'est une belle manière, en fait, un gros win-win
pour les deux compagnies qui, au final, ne vous coûtent rien. Parce que c'est vraiment le partenaire qui dépense pour son média, qui place le pixel et tout ça. Par contre, il faut vous assurer d'être en lien avec des partenaires de confiance parce qu'ils vont utiliser vos clientèles et d'être à l'aise aussi avec ça et d'avoir mis aussi les processus en place au niveau de la confidentialité des données personnelles. Donc, ça, il faut vraiment avoir un endroit très spécifique là, qui autorise ce genre de tractation-là, mais c'est légal et on ne connaît pas les gens. Hein? Quand on met un pixel, on ne sait pas que c'est Natasha Gupta de telle organisation. On sait juste que cette personne-là est venue sur le site de la PCHQ. Donc, la donnée personnelle n'est pas en difficulté ici. OK, mais c'est vraiment intéressant. C'est clair. Ça, c'est pas évident. Puis, tu sais, en fait, on a eu beaucoup de cette migration-là vers le web, toute l'adaptation des activités qui a migré vers le web. Puis là, comment on monétise ça par rapport aux partenaires? Je pense que c'est une belle façon, en tout cas, une façon très intéressante de le faire et très novatrice, en tout cas, qui peut avoir beaucoup d'intérêt. Si je poursuis sur ma question, comment la crise s'est traduite dans votre organisation? J'arrive à toi, Mélissa, chez Desjardins. Oui, en fait, comme mes deux collègues, on est un service essentiel. Donc, on est resté ouvert. Évidemment, ça a eu un gros impact sur la caisse et tous les milieux des caisses parce qu'on a dû adapter nos approches. Donc, évidemment, on avait plusieurs mesures sanitaires à mettre parce qu'on accueillait encore les membres à l'interne, surtout pour notre comptoir caissier. Donc, évidemment, il y a eu beaucoup de virtuels qui s'est mis en place aussi. Donc, rencontres virtuelles. Nos conseillers, comme vous pouvez voir, je suis en caisse aujourd'hui. Je ne suis pas à la maison, donc on continue de rentrer encore pour servir nos membres. Au niveau de la commandite, comment ça s'est traduit? C'est sûr qu'il y a eu une petite baisse quand la pandémie a commencé parce que tout le monde était chamboulé. Après, ça s'est remis du galop. Puis les demandes qu'on recevait, en fait, ont été plus humaines. Je vous explique un petit peu comment. C'était pas nécessairement en argent, mais par exemple, considérant qu'on est très proche de notre communauté, comme je le disais au départ, on a eu des OBNL qui nous ont approchés en disant que leur clientèle était dans un besoin criant. Donc, par exemple, des personnes âgées qui ressentaient de la solitude, qui n'allaient pas bien, et puis nous, en étant proche de notre clientèle également, c'était nos membres, c'est notre communauté directement. Donc, à ce moment-là, ce qu'on a fait, c'est une approche. On a joint tous les conseillers, en fait, dans cette offensive-là. Puis, on a soulevé notre téléphone, puis on faisait des appels aux personnes aînées, tout simplement pour briser la solitude. Donc, ce n'est pas une commandite en argent, c'est simplement d'être là pour notre milieu. Donc, notre caisse, on a appelé plus de 2000 personnes, plus de 2000 aînés. Donc, on a eu un gros impact. Puis, c'est par l'entremise d'un de nos BNL qui nous avait téléphoné puis qui nous avait dit ce besoin criant-là qu'on avait dans la communauté. Donc, ça s'est un petit peu traduit comme ça. Puis, sinon, évidemment, on a repensé aussi tout ce qui est événementiel, virtuel, les missions des organisations. Évidemment, on était encore là. Donc, c'est tout simplement d'être à l'écoute des OBNL puis de transformer notre commandite soit en don, ou en commandite de mission de l'organisation. Donc, sinon, également, chez Desjardins et en caisse, on a ciblé la jeunesse et considérant la situation aussi qu'il y avait des besoins financiers, nous, évidemment, c'est l'éducation financière, les besoins financiers qui nous tiennent à cœur. Donc, à ce moment-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a augmenter considérablement les montants en bourse d'études qui étaient remis à nos membres étudiants. Donc, à ce moment-là, on a poussé un petit peu plus longtemps également les périodes d'inscription et on a augmenté les montants en dons. On a remis plus de 1,8 million en dons, en fait, en bourse d'études. Donc, à ce moment-là, ça a donné un petit soutien financier aux étudiants, souvent qui travaillaient dans les restaurants, dans les boutiques qui étaient fermées en début de pandémie. Hein, on le rappelle, on n'avait pas encore on n'avait pas la situation d'aujourd'hui. Ça évolue très rapidement. Donc, à ce moment-là, ça leur a donné un petit poussée financière à ce niveau-là. Donc, ça s'est transformé de ce côté-là chez Desjardins. Puis, c'est-tu dans ce cadre-là aussi que vous avez comme investi dans des programmes de formation pour les organisations? C'est dans ce contexte-là aussi? Ou, Oui, c'est dans ce contexte-là, effectivement. En fait, on avait une nouvelle vision de la commandite, justement, pour des événements qui n'avaient pas lieu dans le milieu ou tout simplement des organismes qui ne nous avaient pas nécessairement fait de demande, mais qu'on soutient annuellement. On s'est dit, mais pourquoi pas prendre notre budget en dons commandite et le transformer en formation pour outiller les OBNL? Donc, des formations comme, par exemple, tu donnes
donne en ce moment, Natacha, c'est ce genre de formation-là qui va venir outiller les OBNL, donc de prendre ce montant budgétaire et d'accompagner les organismes à être mieux outillés et mieux gérer la souscription, par exemple, dont tu allais chercher un petit peu plus de subventions gouvernementales, puis de les outiller dans la gestion des commandites également. Donc, vraiment de transformer notre commandite en outil intangible, mais en compétence pour nos OBNL. Donc, on a effectivement transformé nos commandites événementielles en formation pour nos OBNL. C'est vraiment intéressant. Ça permet en fait aux gens de se relever pour la suite de la crise. Puis Effectivement. Puis c'est toute la communauté qui va en être bénéficiaire. Hein? Donc, plus nos organismes sont fortes, bien, plus à ce moment-là, notre communauté va l'être également. Puis on va mettre des freins justement soit à la pauvreté ou soit à certaines missions d'organisation. Donc, très intéressant. Non, vraiment. Puis, dans un contexte de COVID comme ça, comment est-ce que vous percevez les organisations qui font des demandes groupées, c'est-à-dire plusieurs organisations qui se regrouperaient là, pour faire une demande financière? Comment est-ce que c'est perçu chez vous? Si je commence avec toi, par exemple, Mélissa, chez Desjardins. Moi, je trouve ça extrêmement intéressant si les organisations, en fait, les OBNL se mettent ensemble parce qu'ils ont plusieurs missions différentes, mais des fois, ensemble, ils peuvent être plus forts, ils ont plusieurs compétences. Donc, je trouve ça excessivement intéressant de se regrouper. Personnellement, dans ma région, on a énormément d'OBNL qui ont souvent des missions différentes. Ils se concertent, mais ne se soutiennent pas dans les événements et ne se soutiennent pas nécessairement dans leur mission d'organisation. Donc, ils sont au courant de ce que tout le monde fait, mais de se mettre ensemble peut tellement avoir un impact plus grand pour la communauté. Donc, moi, en fait, je l'encourage, puis je vais donner un exemple peut-être un petit peu plus concret. Si on fait un événement de relance économique dans sa région, bien, il y a un organisme qui peut être responsable, par exemple, justement, de relancer les entreprises. Il y a un autre organisme qui peut être responsable de l'animation sur le terrain, un autre organisme. Donc, on va vraiment aller chercher les forces de chacun pour créer un événement encore plus fort. Donc, moi, je l'encourage définitivement de s'allier ensemble. Donc, finalement, au niveau des commandites, c'est quelque chose qui pourrait être favorisé, là, tout à fait. Absolument. Absolument, parce qu'en fait, c'est un tout. S'ils sont tous ensemble, mais il va y avoir plus de retombées et ça va être évidemment mieux évalué. Puis, on parlait de suivi, justement, mais suivi post-mortem, en ayant plus de force ensemble, je pense qu'il va y avoir une meilleure retombée sur la communauté, plus d'impact, effectivement. Donc, oui, je l'encourage définitivement. Puis de votre côté, Annie, chez Énergir, comment c'est perçu, ça? Ben, en fait, je vous dirais que, puis vous allez entendre peut-être le buzzword, là, alliance stratégique de plus en plus. C'est un peu notre vision. C'est ce qu'on avait débuté chez Vidéotron lorsque j'y étais à l'époque, puis c'est ce qui va, à mon avis, teinter pas mal les prochaines années, c'est-à-dire des regroupements, oui, d'organismes qui se réunissent ensemble. On parlait tantôt du marché de l'artisan ou tout ça, mais de plus en plus, je dirais, les alliances stratégiques avec des tripartites, quadripartites, ou un exemple en ce moment sur lequel on travaille, nous, on offre une boucle énergétique, donc c'est une affaire bien compliquée que je ne serais pas capable de vous expliquer ici. Et en fait, on a un client constructeur qui est Prével, pour ne pas le nommer, qui a un projet de construction multidisciplinaire, là, donc c'est du commerce, c'est de la résidence et tout ça. Et puis, on a un organisme communautaire du Centre-Sud qui s'est proposé pour faire une serre sur le toit. Et donc là, on part d'énergir, la boucle énergétique. Une serre a besoin de gaz naturel pour être viable. On a un organisme communautaire qui s'offre de gérer une serre sur le toit et évidemment de redonner à la communauté les produits de cette serre-là. Et on a un constructeur qui a un intérêt, évidemment, d'offrir des nouveaux logements, mais aussi des nouveaux commerces dans un centre. On a les élus de Centre-Sud qui sont embarqués dans le projet. Et donc là, on arrive vraiment à des alliances stratégiques où là, on n'est plus dans la petite commandite, là. On est rendu dans un projet où là, on va pouvoir vraiment travailler quelque chose de périn dans le temps. On va travailler cette relation-là. Est-ce qu'il y aura d'autres projets de ce type-là? Donc, c'est de s'associer parfois comme organisme avec, évidemment, la communauté d'affaires, puis de trouver ce genre de projet-là. On a, pour un autre exemple, je me permets, j'ai le crachoir, je m'en excuse. Vas-y, garde-toi. La ruelle de l'avenir, je ne sais pas si vous connaissez, moi, je capote sur cet organisme-là. Ça a été monté de toutes pièces par notre ancienne présidente, Sophie Brochu, qui s'est dit, on a un besoin auprès des jeunes. On a une école désaffectée dans le Centre-Sud, une école là, locale qui ne sert à rien.
On a des intervenants, on a des profs, on a le Montréal Inc. qui veut investir dans la jeunesse. Bien, on a créé une nouvelle école. Et cette école-là, la Ruelle de l'avenir, offre l'opportunité à des professeurs de s'inscrire à des programmes et leurs élèves peuvent aller se rendre une journée par semaine, suivre des cours un peu différents. Donc, on fait des cours de chimie, bien, on fait de la cuisine. On fait des cours de géographie, bien, on mange de la nourriture qui vient de l'extérieur. On fait des cours de cinéma. Donc, on ouvre un peu cet univers-là pour que les enfants demeurent soient heureux d'aller à l'école. Le taux de raccrochage ou le taux de décrochage a baissé, le taux de raccrochage a augmenté au primaire dans les écoles non favorisées du quartier. Donc, grâce à ce projet-là qui est soutenu par une multitude d'organismes, il y a des OBNL là-dedans, il y a des professeurs, et comme je vous dis, c'est vraiment toute la communauté qui s'est ralliée. Donc, ça, pour moi, c'est les projets du futur. Donc, vous n'êtes pas seul. Des fois, c'est de regarder autour, puis on va trouver des choses qui sont des fois plus intéressantes dans lesquelles on va grandir aussi comme organisme. Fait que je pense que c'est une belle voie d'avenir pour les partenariats. Ça devient vraiment des projets beaucoup plus porteurs, en fait, qu'il y a plein de porteurs de projets en dessous. De votre côté, Julie, les demandes comme ça groupées, comment c'est perçu chez Cascade? Très, très bien. Ce qui est important encore là, c'est d'avoir un seul interlocuteur avec qui on travaille là, pour bien organiser le programme. Et je pense que c'est tout à l'avantage des organismes qui essaient de se démarquer parce qu'en région, souvent ce qu'on remarque, c'est des dates en conflit d'intérêts. Dans le sens où plusieurs soupers virtuels sont proposés en même temps. Plusieurs activités de financement sont proposées en même temps. Je ne sais pas si vous m'entendez toujours bien. Ma connexion dit que ça a l'image fige, mais on t'entend bien. Fait que c'est pour ça que je t'ai laissé aller. D'accord. Et on remarque que certains organismes ou fondations ont tous des bonnes intentions, mais parce qu'ils ne se consultent pas, ils viennent qu'à diluer leur impact parce qu'il y a trop de choses en même temps. Alors, oui, je pense que c'est à leur avantage de s'asseoir ensemble, de voir les possibilités, puis de travailler ensemble. C'est pas toujours facile parce que justement, souvent, c'est des petites équipes pour certaines fondations ou organismes communautaires. Mais je vous le dis, c'est peut-être un travail un peu plus laborieux au début, mais je pense qu'à long terme, vous pouvez grandement y gagner là, pour avoir un calendrier regroupé ensemble sur toute l'année. Imaginez ce que vous allez proposer à votre futur partenaire. Un calendrier d'activation sur 12 mois. Wow, mon rêve. Mais c'est aussi, tu sais, quand tu dis, il y en a qui c'est des petites organisations, mais tu sais, de plus en plus aussi, ce qu'on voit de plus en plus, c'est la mutualisation des ressources aussi, tu sais, particulièrement dans ces temps-ci, là, tu sais, je veux dire, il y a quelque chose, on n'a comme pas le choix là, pour survivre pour les organisations ou encore de maintenir le cap pour l'avenir. Donc, ce qui m'amène à notre dernière question, dans le fond, c'est la question de l'avenir. Qu'est-ce qui nous attend, selon vous, en commandite? Comment vous voyez l'avenir? Là, en plus, on est en temps de crise sanitaire. Donc, qu'est-ce qui nous attend pour l'année prochaine? Puis, qu'est-ce qui nous attend pour le futur? Comment vous voyez ça? Peut-être Annie, chez Énergir, j'ai l'impression que tu as comme plein de nouvelles. Il faut se réinventer, hein? Puis ça, c'est pas qu'en commandite. Je pense que c'est en général, c'est l'ensemble des entreprises, des industries, ne serait-ce que le télétravail. On a des groupes de travail chez nous. On parle aussi avec d'autres organisations en ce moment pour voir comment on va s'y prendre avec différents scénarios, avec un vaccin, pas de vaccin, on revient-tu 25 50 temps plein, temps partiel? Il y a toutes sortes de scénarios. Puis je pense que pour moi, chaque fois qu'il y a un changement, c'est une opportunité. Donc, je pense que chacune des personnes qui est là aujourd'hui a des opportunités. La crise sanitaire amène ça. Ça demande de la créativité, ça demande de changer notre lorgnette de place. Donc, effectivement, de voir du côté des grandes entreprises, de se mettre dans nos culottes 2 minutes. Je pense que c'est ce qu'on fait aujourd'hui pour voir un peu vers où nous on s'en va. Et vous avez tous une opportunité, je pense, de voir les choses différemment, puis de sortir un peu des grands paradigmes, d'inventer, de jaser avec d'autres organisations, de vous regrouper, de ne pas vous regrouper, de vous regrouper par région, par type d'organisation. Donc, honnêtement, je pense qu'on a
moi, je ne connais pas l'avenir, on n'a pas de boule de cristal, mais je pense que l'avenir est plein d'opportunités, il faut juste savoir les saisir. Est-ce que tu vois, mettons, comme tu sais, de ton secteur plus en énergie, tout ça, est-ce que tu vois que la RSE va être quelque chose qui va Oui, éventuellement… oui, puis c'est vrai, on en avait parlé, puis je viens de terminer une formation sur justement la RSE, l'impact social. Vous avez une grande chance, c'est-à-dire que les organisations, ils voient une grande opportunité de se développer. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les organisations regardent de manière transversale dans leur entreprise, là où ils peuvent faire des gains en développement durable. Donc, c'est super intéressant parce que ça va, dans le cas de Pentagonia, que je donnais comme exemple récemment à des collègues, ils n'ont pas regardé qu'on va vendre dans des boutiques de développement durable, machin. On dit nos tissus, où est-ce qu'on va les chercher? Quand on les colore, quand on fait la transformation, quand on fait la couture et tout ça. Ils ont regardé toutes leurs opérations, puis ils ont regardé c'est quoi l'impact social de ça, puis comment ils voulaient un peu changer et se donner des objectifs au niveau du développement durable. Donc, c'est une chance parce qu'il y a une sensibilité alors du monde des affaires à ces réalités-là. Et je pense que chacun des organismes et chacun des OBNL devrait connaître les grands principes RSE et les utiliser dans leur offre de services. Puis essayer de bien comprendre justement, est-ce que l'organisation à qui je vais parler est déjà rendue dans un processus comme ça? Est-ce qu'ils sont déjà en réflexion? Puis comment moi, comme organisation ou comme organisme, je peux m'inscrire dans leurs objectifs en impact social? Il y en a qui sont plus verbeux là-dessus sur leur site web, d'autres moins. Donc, ça prend des discussions, mais c'est quelque chose que vous pouvez ouvrir dans la conversation au départ parce que je pense que quand vous avez la chance d'avoir une conversation avec un organisme, il faut parler de ces choses-là parce que c'est vers ça qu'on s'en va là. OK, super intéressant. Merci beaucoup, Annie. De ton côté, Julie, comment tu vois l'avenir de la commandite en ces temps aussi difficiles actuellement? Comment tu vois, qu'est-ce qui nous attend selon toi? Bien, heureusement, encore beaucoup d'entreprises sont généreuses en ces temps-ci. Là, on voit les entreprises de première ligne continuent majoritairement leur programme de dons et commandites. On regarde, il n'y a aucune demande en ligne ou presque qui ont été fermées. Alors, n'hésitez pas à faire les demandes. Faut être, oui, innovant, il faut revoir les choses. Je pense qu'il faut, il faut être capable aussi d'être très transparent sur ce qu'on est capable de livrer. Natacha, tu l'expliquais très bien dans ton contenu tout à l'heure. Oui, le partenaire fait une promesse, mais considérant ce qui s'en vient ou ce qui pourrait arriver à cause du COVID, si aussitôt qu'il y a un changement ou qu'il arrive quelque chose qui a un impact sur un futur partenariat ou un partenariat en cours, il faut rapidement tenir au courant le commanditaire ou le partenaire. Alors, ça demande un peu d'agilité. Il faut vraiment être à l'affût de ce qui se passe. J'aurais tendance à dire aussi, soyez espions, amusez-vous. Allez surfer sur le net. Il y a tellement des belles choses qui se font sur les réseaux sociaux, sur les sites web des organismes. Il y a tellement des beaux exemples d'innovation et de réussite. Je ne dis pas nécessairement de faire du copier-coller parce que, n'oubliez pas, faut présenter quelque chose en respect avec les valeurs du futur partenaire, mais allez vous inspirer de ça. Il y a des choses simples qui sont faites et qui rapportent bien autant aux partenaires qu'à l'organisme. Donc, ayez pas peur d'aller faire l'espion sur le web et voir ce qui se passe dans les bonnes pratiques. C'est inspirant, là. Je dirais que c'est le volet positif du COVID. Là. Les gens font preuve de créativité, de résilience, de persévérance. C'est beau de voir ce qui se passe actuellement. Alors, j'ai confiance. Merci beaucoup, Julie. Puis, Mélissa, de ton côté, comment tu vois le futur de la commandite, toi? Au niveau du futur de la commandite, en fait, moi, j'aurais tendance aussi à dire que les commanditaires ont des attentes de plus en plus élevées. Vous l'avez vu. Ce qu'on veut, c'est beaucoup
créer une relation, bien évidemment, mais je pense également que là-dedans, ça prend de la formation. Ça prend de la formation comme vous avez aujourd'hui, parce que souvent dans le milieu communautaire, mais ce n'est pas votre spécialité, le marketing, les plans de com, la visibilité. Puis au-delà de la visibilité, mais il faut que vous soyez en contrôle également pour justement créer une relation avec le partenaire. Je pense que les formations maintenant, avec tout le virtuel, puis justement aussi avec la pandémie, mais tout est rendu beaucoup plus facile. Donc, c'est le bon réflexe que vous avez eu aujourd'hui. Puis, n'hésitez pas à aller justement voir des idées sur Internet, comme Julie le disait, mais également d'aller vous former pour mieux vous outiller, puis accompagner vos partenaires. Puis, on l'a dit tout le long, en fait, de notre panel, ce qui est important, puis je pense que la commandite dans quelques années, c'est vraiment dans la création de relations avec leurs partenaires. C'est vraiment important. Donc, c'est comme ça que je le vois dans les quelques années à venir. Ah, ben, merci beaucoup. En fait, ce qui nous amènerait à notre période de questions, si vous êtes d'accord, il y a quand même beaucoup de questions qui ont circulé. Je vous inviterai aussi à continuer de poster vos questions si vous en avez. Là, il nous reste quand même plusieurs minutes pour répondre aux questions. On a eu beaucoup de questions aussi en amont sur l'événementiel. Fait que je vais commencer peut-être avec une question sur l'événementiel. Il y a clairement une préoccupation perceptible là, quant à la teneur des événements organisés, tant en matière d'expérience, d'invités que de simplicité. C'est quoi votre point de vue sur cette question-là? Peut-être que je commencerai avec toi, Annie. Je ne suis pas sûre que je saisis exactement la question. Bien, en fait, il y a une grosse préoccupation de la part des gens qui nous écoutent sur la teneur des événements organisés, tant en matière d'expérience d'invités que de simplicité avec tout ce qu'on vit actuellement, puis ce qui s'en vient, puis l'avenir, puis tout ça. Donc, toi, comment tu vois ça de ton côté? Comment, au niveau de la commandite, tu trouves que ça impacte la commandite? Bien, c'est sûr que là, on ne peut plus prévoir rien de live, là, en bon français. Ce qu'on a vu tantôt avec Sprite, ben, ce n'est pas quelque chose qu'on pourrait prévoir là, à court, moyen terme. Donc, ça amène quand même certaines limitations. Je pense qu'il ne faut pas, effectivement, je suis d'avis que la simplicité est de mise, mais surtout la bonne idée. Donc, ce qu'on veut, là, les marques, c'est être mémorable. On veut que les gens se rappellent d'avoir vécu quelque chose avec nous. Donc, le Sprite, pour moi, oui, c'est du terrain, là, mais c'est sûr que les gens qui sont allés sous cette douche-là, ils vont s'en souvenir, ils vont s'en reparler, ils vont avoir des photos. Donc, c'est sûr que ça amène une mémorabilité au niveau de la marque. En virtuel, plus difficile. Donc, ben, la mémorabilité avec la marque, ça passe par exemple, on vous a donné accès à des contenus. Donc, quand je disais tout à l'heure qu'on avait commandité une série de contenus, de conférences, bien, c'est nous qui les avons organisés avec l'association. On a utilisé nos contacts pour trouver des gens qui pouvaient donner ces formations-là. Donc, c'est une expertise qu'on a apportée. Donc, les gens qui suivent la formation, qui est gratuite, comme aujourd'hui, par exemple, bien, vous vous dites, ah, bien, mon Dieu, c'est cool, la Fondation Germain Bombardier, elle me donne accès à ce genre de contenu-là, elle me donne accès à ces gens-là qui vivent dans les organisations. Donc, une mémorabilité par rapport à ça. Et donc, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer la valeur d'une bonne idée, toute simple. OK, excellent. De votre côté, Mélissa, Julie, est-ce que vous aimeriez ajouter quelque chose? Moi, si je peux ajouter, c'est certain que maintenant, en mode de pandémie, le virtuel, ça change, hein, parce qu'habituellement, on est habitué de faire des événements physiques. Effectivement, il y a beaucoup plus d'idées qui est innovatrices quand on a les deux pieds sur le terrain. Mais si je peux vous donner des exemples un petit peu plus concrets. Au niveau de la commandite, des fois, on dit au-delà du logo, mais comment créer une expérience avec le virtuel, c'est vraiment pas évident. Il faut vraiment se réinventer. Je vous donne un exemple très, très concret qui va arriver très bientôt. Desjardins va être le commanditaire principal justement d'une biennale de formation philanthropique. Et c'est comme ça que j'ai connu Natacha d'ailleurs. Donc, à ce moment-là, ce qu'on nous a proposé, on a repensé à notre commandite. De quelle manière, à ce moment-là, Desjardins peut être présent de façon virtuelle et de capter la mémoire des gens, puis de mentionner également c'est quoi notre implication dans cet événement-là. Donc, est-ce que c'est, par exemple, au-delà du logo, puis de mettre le logo dans le coin, qui est un must, qu'on va faire, oui, mais comment, en tant qu'OBNL, on peut proposer une valeur ajoutée à cette commandite-là de façon virtuelle? Mais pourquoi pas, par exemple, avoir une vidéo avant chaque conférence, une vidéo présentant l'entreprise, ses priorités, par exemple, d'investissement, l'implication qu'elle a dans son milieu, vraiment pour marquer l'attention des gens avant chaque conférence.
Ça peut être une idée aussi qui se réinvente. Puis aussi, en ligne, on peut permettre de créer des relations. Je vous donne un exemple concret. Est-ce qu'on peut créer un concours, par exemple, avec notre commanditaire, de dire la formation est d'un tel coût, notre commanditaire vous offre 3 paires de billets. Donc là, de faire un concours qui va faire mousser justement cette visibilité-là. Donc, il y a toujours moyen de se réinventer, mais je pense que le meilleur moyen, c'est d'en discuter, puis d'aller voir aussi, là, Julie le disait tantôt, aller voir les bonnes pratiques qui se font ailleurs. Ça se fait virtuellement, c'est plus difficile, mais ça se fait. OK, excellent. Julie, de Oui, ton côté, est-ce que... ce que je pourrais peut-être ajouter, c'est sûr que ce qui est difficile aussi pour ceux qui organisent des événements de levée de fonds, transformer ça virtuel, c'est pas toujours évident. Mais j'ai vu de belles choses, par exemple des événements sportifs en ligne où on invitait les gens à aller prendre une marche dans la journée et on compilait le nombre de kilomètres qu'ils avaient fait. J'ai vu d'autres organisations qui organisaient un événement virtuel, mais qui annonçaient à chaque pas de marche que vous allez faire, vous allez ramasser une quantité de déchets et on va peser la quantité de déchets que vous avez ramassés et ensuite on le trie à la maison, déchets, recyclage, etc. Alors, ça crée une espèce de valeur ajoutée sur l'engagement, premièrement, et sur la diversité des activités. Alors oui, on a vu des soupers virtuels, des encans virtuels où il y a des chansonniers à la maison. Les gens reçoivent des repas VIP à cuisiner à la maison avec des magnifiques ingrédients. Ils reçoivent leur bouteille de vin, ils préparent leur souper et ensuite ils assistent au spectacle virtuel ou à l'événement virtuel. Donc, tout ça, c'est certain que pour les plus grosses fondations, c'est peut-être un peu plus facile d'organiser ça. Mais des fois, c'est de voir comment vous êtes capable de transformer votre activité quotidienne de levée de fonds en une idée qui pourrait être adaptée au niveau virtuel. Alors, c'est pas toujours évident à faire, mais je pense que vous êtes tous maîtres de votre contenu, vous êtes tous spécialistes de vos façons de faire. Alors, je suis certaine là, qu'un petit brainstorming, là, ça peut être aidant. Puis si on est déjà partenaire, ben n'hésitez pas à poser la question à vos partenaires et à vos commanditaires pour vous aider là-dedans. Puis aussi, c'est aussi qu'en ces temps-ci, avec tout le monde essaie des choses, personne n'a la réponse. C'est la première fois qu'on vit ça. Fait qu'on est tous à faire essai-erreur. Tu sais, comme tu disais, Julie, il y a eu les concerts de salon. Il y en a un qui a parti ça, mais après ça, tout le monde l'a fait. Il y a eu les galas virtuels. Il y en a un qui a parti ça, tout le monde l'a fait. À un moment donné, on se tanne. Mais c'est ça, on est une belle période en même temps pour oser des affaires, essayer des affaires. Moi, j'ai beaucoup de clients qui testent des choses en ce moment qu'il y avait dans l'idée de tester, mais là, c'est le temps de le faire en même temps parce que, bon, ben, on n'a pas le choix de se réinventer. Fait que, essayons, puis de le faire en partenariat avec vous, mais ça peut être intéressant en même temps parce que vous avez peut-être une expertise derrière ou vous avez essayé autre chose, puis ça peut permettre de guider, en fait, les organisations un peu mieux puis de tester des choses. Peut-être. Oui. Peut-être j'ajouterais aussi, pour saluer un organisme touristique là, qui travaille très, très fort, Illumi. Je vous dirais, Illumi était à sa première expérience l'an dernier. On a travaillé avec eux un petit plan de partenariat. Cette année, ils nous ont approchés. On a embarqué pour une deuxième année et on souhaite travailler à long terme avec eux. Et ce qui était intéressant pour nommer ce partenaire-là, quand ils nous ont approchés, ils avaient déjà un plan A, un plan B et un plan C pour le COVID. Donc, on savait que si advenant le cas où la zone tombait rouge, ils avaient déjà planifié leur plan, tout était déjà en contrôle. Et finalement, ben, l'événement a lieu et ça se produit actuellement. Alors, on est très, très fiers de ça parce qu'on voit que tout ça a été réfléchi. Alors, il ne faut pas négliger aussi la planification de certaines situations qui peuvent arriver parce que lorsqu'on est en zone rouge, peu importe la région,
faut quand même pas devenir précurseur de la propagation du COVID non plus. Alors, faut vraiment avoir cette sensibilité-là aussi. Alors, eux, ils ont proposé un autotour. Alors, les gens demeurent dans leur voiture et peuvent profiter du site parce qu'ils ont réussi à l'adapter parce qu'ils l'avaient déjà planifié en plan A, plan B, plan C. Alors, c'est vrai que c'est pas toujours évident, mais il faut y penser. On n'aura pas le choix. À mon avis, l'année 2021 risque de nous amener vers ça quand même. Ouais. C'est extrêmement intéressant ce que tu dis, Julie. Puis on parle de plan A, plan B, puis on parle beaucoup de la pandémie en ce moment. C'est sûr que ça va changer. C'est super intéressant, en fait, ce qu'ils ont fait. Puis clairement, pour les partenaires, ça démontre beaucoup d'organisation de la part d'OBNL, ce qui est bien attirant aussi aux yeux des partenaires. Mais plan A, plan B, ça peut être autant également, ben si mouille durant ton événement, c'est quoi ton plan B? T'sais, là, on parle de pandémie puis de mesures sanitaires qui est quand même bien important. Là, on met beaucoup l'emphase sur les zones, les alertes gouvernementales. Mais si mouille, l'événement, elle n'aura peut-être pas lieu. Donc, c'est quoi aussi le plan B par rapport à ça? C'est super intéressant d'aller de l'avant avec ça puis de proposer ça à son partenaire. J'adore. Oui, excellent point. Mesdames, c'est malheureusement tout le temps qu'on a pour aujourd'hui. Je pense qu'on aurait pu continuer à parler des heures. En tout cas, un merci immense pour votre immense générosité. Je ne le dirai jamais assez, là. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je suis sûre que nos participants ont énormément apprécié. En tout cas, vous avez été excessivement généreuse en conseils, en meilleures pratiques, en tout ça. Puis en plus, ça nous donne envie de croire en l'avenir en ces temps difficiles. Donc, merci pour tous vos beaux messages puis votre belle participation. En tout cas, ça a été vraiment un réel plaisir de faire ce panel-là avec vous. Donc, un grand, grand, grand merci.